deuxième partie. Euh, donc, première question, c'était où sommes-nous? Là, c'est où tout a commencé, du coup, où tu es né, comment tout ça a commencé. Alors, moi je suis né à côté de Tours, en Indre-et-Loire, Ok. dans la région centre. Assez loin. C'est loin d'ici, oui, c'est vrai qu'on est à Toulon, mais j'ai évolué parce qu'avant j'habitais à Tours, avant j'habitais à Toulon. Ouais. Peut-être que je finirai à Toulouse, c'est la place que je fais assez régulièrement, j'aime bien. Donc oui, j'ai commencé à Tours, j'ai fait toutes mes études, moi à Tours, mon école, où j'étais à la fac, j'ai fait le bac à Toulon, j'ai fait 6 mois de fac d'anglais, j'aime bien l'anglais. Après, j'ai fait un IUT, génie électrique, informatique industrielle. À la base, moi, je voulais faire de l'électronique. Je trouvais ça fou, les gens avec des résistors, des condensateurs, c'est vrai qu'ils font des cartes électroniques, ça fait des choses. Je m'étais lancé là-dedans. Et puis en fait, quand je me suis retrouvé dans des labos à tester les transistors, j'ai vu que c'était pas super fiable. Les chimistes n'étaient pas... Enfin bref, ça m'a moins plu. Par contre, l'informatique, j'ai découvert ça. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc. Donc j'ai commencé à programmer chez moi, faire des petits sites internet, des jeux, des choses comme ça. Et ça s'est bien passé. Et du coup, de l'IUT, j'ai pu passer en école d'ingénieur. Il y en avait une à côté de chez moi, donc je suis allé là-bas. Et puis là, j'ai passé mes 3 ans là-bas. Comme j'avais ce côté un peu anglais, j'ai aussi l'opportunité de partir en stage à l'étranger. Ça a pas mal changé ma vie aussi. Parce que j'avais un parcours où j'étais tourangeau 100% et j'avais tout fait à Tours, j'avais jamais vraiment bougé, j'avais été une fois en Angleterre avec le collège et pas plus. Et là, j'ai eu l'opportunité d'aller en Australie pour mon stage de 4e année. Et là, ça a changé un peu ma vie parce que je me suis retrouvé en fait à l'autre bout du monde. Je connaissais personne. Il y avait un peu la barrière de la langue, mais je me débrouillais quand même bien parce que j'aimais bien ça. Et surtout, j'avais jamais pris l'avion. Donc ça, c'était un voyage un peu fou parce que je partais pour 20 heures d'avion. Je n'avais jamais fait, ça peut faire un peu peur au départ. Alors comme j'avais pris une compagnie anglaise, il y avait un premier passage, je partais de Paris, j'allais à Heathrow en Angleterre, et après j'allais à Singapour et Perth, donc j'étais en stage. Et donc j'avais quand même cette première heure de vol entre Paris et Londres, je me suis dit si jamais, pour le test. si jamais ça passe pas, je prends l'Eurostar et je rentre. Finalement ça s'est bien passé. Et je me suis retrouvé, et donc je connaissais pas les codes même de l'avion, j'avais jamais pris l'avion, donc j'avais une valise qui était grande comme ça, j'avais 3 t-shirts, j'avais pas grand chose. Et je me suis retrouvé à l'autre bout du monde, sans rien, j'avais pas d'argent. Et en fait j'ai un peu tout laissé derrière, j'ai découvert une nouvelle vie où je faisais ce que je voulais, et ça a changé un peu ma... C'était combien de temps ce stage? C'était 3 mois. Ok. 3 mois, donc pas trop, mais pas... Enfin, bien quand même. Ouais, en fait, je pouvais pas faire plus parce que en fait, c'était le maximum qu'il y avait entre la fin de mon année, ma 4e année, et le début de la 5e. Donc j'avais vraiment élargi au maximum. Et quand je suis revenu, ça a changé beaucoup de choses. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Donc l'année après, je suis au Canada. Pour ça, j'ai fait des études. Et ça m'a donné envie. Et justement, je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, on a comme ils le disent dans le livre de la jungle, je sais pas si tu as vu, il en faut peu pour être heureux. Ah bah oui. C'est une chanson. En fait, on peut se retrouver des fois avec plus rien, parce que j'avais plus rien de ce livre. Je me suis fait des amis, j'ai découvert des nouvelles cultures, et on peut repartir des fois à zéro, et ça m'aide vachement dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de son truc. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. En fait, on se dit, bon, en fait, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver? Au pire. De toute façon, on pivote, on recommence à zéro, au pire du pire. Voilà. Et puis à chaque fois, quand ça se passe pas bien, en fait, ça repart toujours un peu de plus belle pour l'instant. Je trouve des moments plus difficiles. Puis après, quand ça repart, ça repart. Ça, c'était le début, ça m'a aidé à justement franchir le pas, pas avoir peur d'oser. Ce qui peut être difficile. Ok. Par rapport justement à l'école, comment tu l'as vécu toutes ces années, parce que du coup tu as eu un parcours universitaire, scolaire tout court, assez long. T'étais comment à l'école justement? Moi j'aimais bien. Au lycée c'était un peu plus difficile, jusqu'en seconde. Jusqu'en seconde c'était bien, j'étais toujours bon élève. Après, seconde terminale un peu plus... première terminale un peu plus difficile. J'ai eu le bac, on des pâquerettes, c'est pour ça que je me suis retrouvé en fac d'anglais. Mais ça ne me correspondait pas du tout en fait. Moi je pensais que j'allais apprendre l'anglais, alors
alors qu'en fait c'était une section plus pour les littéraires, il fallait faire des commentaires de texte. Ça n'a pas du tout correspondu. J'étais pas dans mon élément. Ouais. Et quand je suis retourné l'UIT, là c'était une révélation, c'était vachement plus pratique. Par rapport au lycée, il n'y avait plus les matières comme l'histoire, la géographie qui m'intéressaient moins. C'est intéressant, mais ça m'intéressait moins. Là, on faisait des programmes, on faisait des trucs, c'était chouette. Et donc moi, j'aimais bien. J'ai un peu mieux aimé la partie où je sortais d'école quand j'ai eu mon premier salaire. Parce que là, j'avais encore un peu l'état d'esprit étudiant, avec un peu plus de moyens, c'était sympa. J'ai pas voulu. On m'avait proposé de faire un doctorat, je voulais quand même rentrer dans l'étude. Mais les études, moi, j'ai toujours bien aimé. Ok. Ouais. Et pareil, est-ce que du coup, pendant ces études, tu as, je sais pas, fait un petit business ou tu as créé. Moi, je ne faisais pas de business, mais par contre, je travaillais pendant mes études. Ok. Donc, je travaillais 3 ans à la BNP pendant les vacances, donc je ne prenais pas de vacances scolaires, mais je travaillais parce que j'avais pris un appartement avec ma copine de l'époque. J'avais déjà pris la liberté comme ça. Et j'étais aussi, je m'occupais de 2 salles d'ordinateur dans l'école d'ingé. Ouais, donc je gagnais déjà un peu d'argent à cette époque-là, mais j'avais jamais entrepris directement. J'ai vendu des choses comme ça. Ça s'est venu après. Ok. Pareil, du coup, tu as créé du coup l'agence 87. 187, pardon. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer cette expérience, dans quel contexte vous l'avez créée, pourquoi vous l'avez fermée, voilà un petit peu un résumé de l'aventure agence 187. Ça s'est fait un peu par hasard parce que en fait je rentrais chez moi, je bossais à Paris à cette époque-là. J'étais à Paris et j'ai rencontré une personne dans le train de mon lycée qui s'appelle Aïne. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'il cherchait dans sa boîte un développeur à iOS, donc pour iPad, ce que j'ai fait en école. Et eux, ils cherchaient un développeur comme moi, et moi j'étais disponible. Donc on a commencé à faire une première application pour Barilla, une marque de pâtes, qui avait besoin pour ses commerciaux d'un outil qui leur permettait de récupérer les contacts facilement. Et surtout d'envoyer les brochures en instantané. Parce que souvent les commerciaux sur les salons, même encore en 2024, récupèrent beaucoup de cartes de visite. Et après, donc les salons c'est toujours très fatigant. Et quand ça finit le salon, après ils ont une journée, 2 journées où ils doivent relancer leurs prospects et renvoyer les brochures, les offres, ce genre de choses. Et souvent, souvent on avait fait une application, ils le recevaient de manière instantanée. Donc ça leur économisait vachement de temps. Dès la fin du salon, en plus, les équipes marketing avaient le nombre de personnes que les commerciaux avaient contactées. Donc, ils avaient une plus grande visibilité de l'impact dans les salons. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et on a fait ça pour des grandes marques, on a fait ça pour Nespresso, pour le Crédit. Non, pas Crédit Mutuel, ça c'était une autre application. On a fait ça pour acheter des arts mondiales, on avait vraiment pas mal de clients là-dessus, sur cette application-là. Et c'était quoi la question de départ déjà ? C'était justement expliquer un petit peu l'expérience de. Oui, et donc là j'ai commencé à. Donc, on a monté l'agence avec mon associé. Au départ j'avais fait un auto-entrepreneur, puis après comme ça marchait bien, on a créé une société à 2. Et puis après on a essayé de se diversifier. On faisait aussi des bornes tactiles, des jeux concours, des choses comme ça, des animations en réalité virtuelle. Ouais, pas mal. Ça, moi j'aime bien innover, essayer de nouvelles choses pour proposer. Et mon associé lui avait déjà une entreprise de design. En fait, il vendait des architectures avec de l'innovation, et donc c'était vachement complémentaire. Et on gagnait pas mal de projets grâce à ça. Et puis à un moment donné, on a essayé d'être un peu gourmand, de faire un gros projet. On faisait beaucoup de petits projets, et on a essayé d'en faire un grand, et on s'est concentré là-dessus. Et j'étais convaincu qu'on allait l'avoir. Je sais que ma commerciale avait tenu le projet, j'étais sûr qu'il allait l'avoir. Et un peu trop sûr, du coup, on n'a pas anticipé le fait qu'on n'aurait pas pu l'avoir. Et puis, on a fait l'histoire courte, on ne l'a pas eu. Et donc, on s'est retrouvé un peu comme ça avec rien. Et donc, ça a été une période un peu compliquée. Et c'est après qu'on a fermé l'entreprise. En gros, si on avait ce projet-là, on pouvait doubler notre chiffre d'affaires. Après, on était parti.
on avait plus de crédibilité, mais on a voulu être un peu trop gourmand. Et moi, je faisais beaucoup aussi j'étais beaucoup dans la technique, et donc je faisais beaucoup de choses, je bossais beaucoup. Je manquais un peu de recul. Ouais, donc, voilà, t'es dans le guidon. Voilà. Mon associé qui était présent plus sur sa boîte que la mienne, pas la nôtre. Et à la fin, voilà, c'était la fin d'un cycle. Et donc, ça s'est bien terminé, mais c'était une bonne expérience. Après, j'ai appris plein de choses. Et après, je me suis mis à mon compte tout seul en tant que freelance. Et là, je suis reparti sur un cycle qui nous convient finalement un peu plus. Ok. Ah bah, d'ailleurs, oui, j'ai vu qu'il y a pas mal d'années, justement, en tant que freelance. Ouais. Juste après, j'ai fait ça. Ouais, j'ai commencé une première expérience. Alors, c'est marrant parce que, en fait, la vie, c'est toujours plein d'opportunités. Moi, j'étais allé à un salon qui est le plus gros salon d'informatique au monde, c'est le CES, qui est à Las Vegas. Ouais. Et en fait, j'avais rencontré le groupe Pernod Ricard là-bas. Ils avaient montré un prototype de bar connecté. Et je me rappelle très bien avoir discuté avec eux parce que c'était un des seuls stands français que j'avais vu là-bas. Okay. Ah, c'est marrant. Et quand on est à l'étranger, qu'on croise des Français, c'est toujours, dans le métro, c'est pas comme ça, mais à l'étranger, il y a un lien qui se crée. Et puis quelques temps plus tard, j'étais appelé pour un entretien chez eux. Et quand Louis, la personne qui gérait le projet chez Pernod Ricard, me parle du projet, je me dis, mais ça me dit un truc, ce projet-là, et j'avais complètement oublié que je l'avais vu. Okay. J'ai déjà vu ce projet-là quelque part. Et il me dit, au CES. Ah ouais, peut-être. En fait, il avait montré qu'il y a un seul endroit, c'était à cet endroit-là. Donc je ne sais pas si ça a changé quelque chose, ou les compétences suffisaient pour qu'ils me prennent. Finalement, ils m'ont pris, et j'ai travaillé sur ce projet-là en mode un peu sauvetage, parce que quand j'arrivais, le développeur précédent venait de s'en aller. Et le projet était en train de se faire attaquer tout bord, parce qu'il n'avait pas avancé aussi vite qu'il devait. Et on avait un mois pour redresser la barre, faire une démonstration devant le CEO Alexandre Ricard. Et j'ai réussi à reprendre le code, à faire les améliorations suffisantes pour qu'on fasse une démo qui se passe bien, montrer que ça marche et pouvoir continuer. Okay. Ça, c'était un beau challenge. Et au final, c'est sorti Alors, c'est pas sorti. Okay. C'est un groupe où il faut beaucoup d'innovation, beaucoup de projets. Et donc, il y a des projets qui passent, d'autres qui ne passent pas. Donc, le projet n'est pas sorti. Mais c'était quand même assez chaud de travailler avec eux. Je me suis fait des collègues que je revois toujours. Donc, c'est chouette. Ok. Du coup, pareil, voilà, tu as énormément de compétences en freelance. Tu nous expliquais peut-être quelques missions, mais est-ce que du coup, tu avais vraiment un très large focus sur toutes les missions possibles et inimaginables qu'on te proposait, ou tu avais de la sélection quand même pour pas tout faire Alors, moi, je me suis spécialisé très tôt dans tout ce qui est iPhone, iPad. Okay. Pourquoi ce choix En fait, quand j'étais en école d'ingé, c'était en 2009. C'était le début des smartphones. Et j'avais commencé à essayer de faire... La première application que j'ai essayé de faire, c'était... j'aimais bien tester de nouvelles choses. Donc c'était l'époque où ça commençait. On pouvait faire des trucs sur téléphone. Moi, quand j'ai eu mon premier téléphone, il y avait 2 lignes. On pouvait sauvegarder 10 messages, ça n'avait rien à voir. Donc les smartphones, ils arrivent. On pouvait faire des logiciels dessus. Il fallait que j'essaye. Et j'ai voulu lancer le développement sur Android parce que à l'époque, j'avais un PC. Et il n'y avait que sur Android qu'on pouvait faire, parce que pour développer sur iPhone, il faut un Mac, obligatoirement. J'avais essayé et juste créé le projet de base. Tous les projets de développement commencent par un Hello World. C'est le premier truc qu'on cherche à afficher quand on fait une application, un site web, ce genre de choses. Quand on découvre un langage, on fait un Hello World. Et je me rappelle que lancer le simulateur pour Android, ça m'avait pris des heures. Et j'avais trouvé ça super fastidieux. Et en même temps, mon école avait acheté 3 iMac. Et j'ai essayé, du coup il y avait des projets, notamment sur l'iPhone 3G. Des versions un peu plus élevées, je ne savais pas combien, parce qu'on ne sait pas combien de temps on regardait les vidéos, mais voilà, maintenant ça fait plus de 10 ans, donc 14 ans. Et donc je me suis mis devant un Mac, j'ai participé à un projet avec l'école, où on devait faire la réalité augmentée déjà, sur iPhone, parce qu'il y avait la possibilité, c'était tout nouveau. Et j'ai fait fichier, nouveau projet, Hello World,
enregistrer, il y a un bouton play, j'ai cliqué sur play et 30 secondes après, le simulateur était lancé, j'avais mon Hello World qui s'affichait, j'ai fait c'est bon, moi je veux faire ça maintenant. C'est un peu le no-code de l'époque en fait. C'est pas ça, c'est que Apple c'est toujours un environnement qui est vachement bien travaillé, Ouais. c'est toujours facile à intégrer, donc ça m'a bien plu, je trouvais ça beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus quali. Quand on a fait l'événementiel, arriver avec des iPads, c'était mieux qu'avec des tablettes Android. Je suis resté là-dedans, je trouvais ça vachement plus prestigieux, plus intéressant, puis ça marche bien, donc je suis resté là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour du coup être un bon freelance? Tout à l'heure, tu nous disais du coup plein de projets avec plein d'assez grosses boîtes. Ouais. Comment vous vous êtes fait pour vous faire du coup sélectionner? Parce que j'imagine qu'il y avait peut-être un appel d'offres ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément des appels d'offres, c'est souvent des missions qui sont proposées. Alors, il y a des plateformes, moi je m'étais inscrit sur des plateformes, je suis toujours d'ailleurs. Ce qui marche beaucoup. Alors, à une époque, les plateformes suffisaient, il n'y avait pas beaucoup de concurrence et d'offres. C'était un peu plus l'aventure de se mettre en freelance. Maintenant, c'est plus simple. Il y a un peu plus... Et puis avec le Covid, toutes les personnes qui ont goûté au télétravail, donc là, il y a un peu plus de concurrence. Ce qui marche vachement mieux en ce moment, c'est le réseau quand on a déjà une expérience. Et LinkedIn pour se lancer, ça c'est pas mal. Donc arriver à prouver sa crédibilité. En fait, on touche vachement plus de monde. Si on arrive à toucher, on peut trouver des missions. Si on apporte quelque chose, on peut faire ces outils-là. Ouais. Pas forcément de prospection hyper agressive. Non, alors après, c'est un peu biaisé parce que dans l'informatique, on a toujours été un peu, je dis des princesses, parce qu'il y a toujours eu plus de demandes que d'offres. Ouais. Donc, quand on a une technologie qu'on maîtrise et qui est en tension, c'est assez facile, on peut choisir les projets qu'on fait. Moi, j'ai souvent choisi plutôt les équipes d'ailleurs que les projets même. Ok. C'est pour ça pour revenir tout à l'heure. La dernière grosse sélection que j'ai faite, c'est un ancien collègue qui m'a rappelé, il m'a dit j'ai un projet et tout. Le domaine à la base ne me semblait pas, je me suis pas dit c'est incroyable. Mais j'ai été travailler avec lui et j'étais content de travailler. On a fait plus de 3 ans ensemble. Ouais. Donc c'était vraiment bien. Et voilà, après, une fois qu'on commence à avoir un peu son réseau, on travaille avec d'autres freelances. En fait, freelance, on est tout seul, on gère son chiffre d'affaires, comment on répartit son salaire, comment on fait tout ça. Mais on travaille toujours en équipe, je ne suis jamais tout seul. On travaille avec des clients. Je pense qu'on doit être plus perfectionniste, plus méticuleux que quand on est juste employé, on se contente. Alors, je ne dis pas ça tout le monde, mais de faire un peu son travail, il y en a qui font toujours plus, mais de manière générale, les freelances vont être plus proactifs. En fait, on est un petit peu des entrepreneurs quand même, donc on est un peu à la place de nos clients, et on essaie de faire le mieux, et moi je trouve que ça me correspond un peu plus. Un peu plus de hauteur sur les projets, une vision un peu plus large, on n'est pas juste là pour... Moi, quand j'interviens sur un projet, je ne suis pas juste là pour coder, j'apporte aussi toute mon expérience. J'essaie d'envisager la suite, de voir est-ce que c'est vrai, même si le projet peut être rentable, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, prioriser. J'ai un peu plus de recul que ça. Et je pense que ça, c'est une valeur qui est assez intéressante. Que quelqu'un qui fait juste, qui développe l'authentification, on le fait, basta. Oui, tu dois ramener cette touche personnelle. C'est ça. Est-ce que tu as déjà dit non à un client pas parce qu'il vient te proposer un projet, mais parce que, je sais pas, il veut créer une tasse à café, mais il veut pas mettre je te prends un exemple à la con, hein, mais pour son intérêt, il devrait pas procéder comme il veut lui, mais d'une autre manière. Et toi, vu que tu as l'expérience, l'expertise, etc., est-ce que tu lui dis non, ou tant pis, tu fais ce qu'il veut, même si ça ne plante pas? Oui. Oui, ça m'arrive. Et j'essaie de le faire dès que je sens que dès que c'est nécessaire. Évidemment, le plus facile en général, c'est de dire oui à tout, sauf que nous, dans l'informatique, c'est assez difficile de comprendre ce qu'on fait. C'est un peu flou, parce qu'on voit le rendu final, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et très souvent, nos clients, les personnes qui gèrent les projets, eux ne se basent que sur le rendu visuel. Et ils ne comprennent pas l'impact que peut avoir même des petits changements qui peuvent leur paraître à eux très simples. Et en fait, pour nous, ça peut avoir des impacts derrière très conséquents. Donc il ne faut pas hésiter à dire non, parce que
après ça peut être plus compliqué derrière, et surtout qu'après on va nous reprocher derrière de pas avoir carrément. Donc ça fait partie du job aussi de dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Après, des fois ça peut être un peu conflictuel, il faut essayer de trouver, et justement c'est là l'autre partie du travail, c'est que moi je suis développeur, je développe l'application, mais d'être freelance, j'ai aussi toute une partie de communication, j'ai aussi des projets à faire. Relationner. Et voilà, il faut qu'il y ait une bonne entente, une confiance mutuelle. Bah non, c'est pas possible. Un projet, par exemple, un truc qu'il faut jamais faire, c'est hard-coder des valeurs, par exemple, des prix, des choses comme ça. À partir du moment où tu mets quelque chose en dur dans le code, en fait, il faut faire des modifications de code pour les changer. Donc, typiquement sur un iPhone, par exemple, si on met un texte ou un prix en dur, et ben, dès qu'on veut faire le changement, il faut resoumettre l'application à Apple, qui revérifie l'application. C'est un process qui peut prendre, dans les meilleurs délais, c'est quelques heures, mais des fois c'est quelques jours. Au début, c'était quelques semaines. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire. Et puis, ça a d'autres impacts. Ça, c'est dans tous les domaines, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Et c'est assez difficile pour souvent les gens qui ne sont pas dans la tech de comprendre pourquoi on ne peut pas changer le chiffre juste là quand on le demande. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut que ce soit le back-end, le serveur qui lui renvoie la bonne information, mais pour ça, il faut faire des notifications dans la base de données. Donc des fois, ça a des impacts vraiment très profonds, même pour un petit changement visuel. Et donc le rôle de l'ingénieur informatique, c'est d'essayer d'expliquer ça de manière très vulgarisée et crédible pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Ça prend du temps et ça permet aux personnes qui gèrent les projets d'arbitrer pour savoir si est-ce qu'on fait vraiment la modif, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce qu'on la fait pas. Oui, ça arrive de dire. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut. Ouais, il faut. C'est trop cool parce que tu as un projet vraiment, j'appelle ça moi le multipotentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite, on se focus pas que sur une compétence. Et du coup, parler peut-être de ton côté formateur. Comment tu es arrivé là-dedans donc, par la plongée. Ça t'a donné un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être un bon formateur? Toi, c'est quoi tes petits tips du coup par rapport à l'informatique? Qu'est-ce que tu donnes à tes élèves? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, déjà, c'est pas simple de former les gens. Il faut être bon techniquement, mais on peut être bon techniquement et pas bon formateur. Donc, transmettre, c'est quelque chose qui est assez difficile. Au sein des classes, il y a des niveaux différents. Il faut prévoir. Quand on prévoit un nouveau cours, on ne sait pas forcément qui on va avoir en face. Quand on vous appelle pour vous dire qu'il y a un cours à donner à des étudiants, ils sont en deuxième année, vous n'avez souvent pas forcément beaucoup plus d'infos. Donc il faut prévoir un minimum, mais être assez flexible pour s'adapter. Parce que si vous avez une classe qui est très réduite en nombre, avec des gens qui avancent très vite, peut-être que ce que vous avez prévu, c'est pas assez. Ou à la fois, si c'est très nombreux, vous en avez déjà trop fait, donc il faut équilibrer. Il faut aussi essayer de faire monter tout le monde en compétences en même temps, intéresser les gens. Des fois, il y a des choses, quand on intervient dans des... moi, je sais que par exemple, je donne des cours en IUT, les MMI, c'est pas des développeurs, ils sont à la fois du multimédia. Donner des cours de programmation, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc c'est un challenge un peu de vulgariser. Donc, moi, j'essaie de faire beaucoup de pratiques pour que les gens essaient de faire des choses simples qui peuvent les intéresser, essayer de repérer assez rapidement quels sont les centres d'intérêt des générations un peu plus jeunes, ce qui n'est pas forcément facile, essayer de leur faire des choses qui les intéressent. Et quand on a des élèves qui suivent et qui posent des questions, c'est pas facile, c'est très enrichissant. Avec combien d'argent tu as créé What the Fish? Qu'est-ce qu'il faut en termes de budget, en termes de temps, d'investissement? Alors, What the Fish, pour l'instant, ça a coûté à peu près 20 000 euros. Une partie de développement, parce que j'ai pas fait tous les développements, j'ai aussi créé une petite équipe qui fait du développement, et toute la partie communication, marketing, les déplacements, ce genre de choses, ça peut prendre moitié. Donc ça coûte assez cher. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on voit des applications sur l'App Store qui coûtent 1 € ou qui sont gratuites. Et développer des applications, ça coûte très, très cher. Les développeurs sont chers et tout prend du temps. Donc, c'est un ordre d'idée. Donc, l'application n'est pas très compliquée. Bon, l'IA, quand même, c'est. L'IA, je ne le compte même pas parce que c'est moi qui l'ai fait vraiment personnellement. Si je devais rajouter en temps que j'ai pas facturé mes clients quand j'ai passé dessus, ça alourdit beaucoup
pour la facture. Parce que ça fait combien de temps que Ça fait un tu es vraiment sur ce projet-là? Ça fait bientôt 2 ans. Ok. Alors après, il y a des phases où on avance un peu, mais comme on ne génère pas pour l'instant de chiffre d'affaires avec, on est obligé d'attendre un petit peu et faire beaucoup plus de prospection. Et en fait, c'est une grosse partie parce que on peut avoir la meilleure application du monde, si personne ne la connaît, personne l'utilise, ça ne sert à rien. Donc, il y a beaucoup, moi en tant que développeur mobile, on vient souvent me voir en me disant ah j'ai une idée, faut qu'on travaille ensemble, j'ai une idée d'application. Très souvent déjà l'idée n'est pas très réfléchie et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de lancer un projet. Il n'y a pas que le développement, il y a aussi la partie vente qui est au moins aussi importante que le développement pur. Ouais, carrément. Pareil pour du coup là, les dernières questions seront un peu plus focus sur l'application. C'est quoi les différences? Parce que moi je suis vraiment pas du tout de ce milieu-là, de ce secteur-là. C'est quoi les différences entre, en termes de casse-tête, entre une application tout court et une application alimentée du coup avec IA ou d'autres modèles? Ça dépend, en fait, ça dépend ce que tu utilises. Si tu te branches à ChatGPT, c'est pas la même chose que moi ce que j'ai fait. Ouais, okay. Moi j'ai fait de l'apprentissage, en fait, du machine learning. En fait, j'ai appris à l'ordinateur à reconnaître les poissons. Donc ça c'est en dehors de l'application. Cette phase d'entraînement, on utilise des logiciels, des bibliothèques exprès pour ça, qui font l'entraînement, et qui nous génèrent à la fin un fichier. Ça prend beaucoup de temps parce que d'abord il faut prendre une photo, dire à quel endroit sont les poissons, ce genre de choses, bien trier, tout ça. Donc il y a un gros travail de structuration des données au départ. Après on donne ça au logiciel, il faut les régler, il faut tester, ça prend des heures, il faut recommencer. Tout ça c'est un travail assez conséquent. Et une fois que le travail est fait, par contre, on récupère un tout petit fichier qui lui a la réponse instantanée. En fait. Donc par rapport à une application normale, l'application, elle n'a pas grand-chose de plus, si ce n'est ce bout de fichier, ce qu'on appelle un modèle, qui lui contient toute l'intelligence. Et à ce modèle, on lui donne la photo et avec tout l'entraînement qu'il a, il est capable de répondre à une espèce. Donc il n'y a pas une énorme différence. Ok. C'est... Ouais, même en termes de temps, ça va pas... Non. Après, tout dépend où est-ce que l'intelligence artificielle elle est basée. Si elle est sur le cloud, ça peut mettre plus de temps, parce qu'il envoie des données et la réception. Là, moi, les modèles ils sont suffisamment petits pour qu'ils soient intégrés directement dans l'application. Donc en fait, il y a même une petite astuce en voice de fiche. En fait, la réponse elle est instantanée. J'ai triché, j'ai rajouté un petit spinner, un petit loader comme ça, qui dure une demi-seconde pour qu'on ait l'impression que l'ordinateur réfléchit. En fait, je pourrais très bien enlever, mais si on met la réponse instantanément, d'un point de vue perception, on a l'impression que c'est hard-codé, comme je disais tout à l'heure, alors qu'en fait, pas du tout. Mais la réponse, elle est vraiment instantanée. Peu importe le poisson. Peu importe le poisson. En vrai, c'est une fois que en fait, c'est une sorte de poids dans les modèles et tout, ça va très très vite. On s'en rend pas. J'aimerais parler un peu des hackathons, parce qu'on s'est connus lors d'un hackathon. Est-ce que déjà tu peux expliquer, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi-même, avant d'y participer, je ne savais pas. Et ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton projet, personnellement, dans ta visibilité de ton entreprise? Voilà, vraiment un volet global sur ce que ça peut apporter de participer à ce genre d'événement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un hackathon? Un hackathon, c'est un marathon du hack, grosso modo. Donc, c'est souvent des formats de week-end où on a des projets. Alors, soit on peut créer un projet en fonction d'un thème, soit des fois, il y a des associations qui ont des thèmes bien précis. Moi, celui que j'ai gagné l'année dernière, c'était des associations qui avaient des besoins, qui proposaient des défis. Et on avait 24 heures pour répondre à ce défi avec une application, un site internet, un logiciel, peu importe. Et donc, c'est intense. N'importe qui peut s'inscrire, développeur ou pas d'ailleurs. Toi, tu n'étais pas développeur et tu es venu quand même. Et on met en gros ensemble toutes nos compétences pour essayer en 24 ou 48 heures de sortir un premier prototype qui répond à un use case du défi ou qui montre qu'on a avancé quelque chose. Et donc quand on gagne ces prix-là, déjà c'est cool. Ouais, c'est glorifiant. Parce que c'est super intense, sinon on ne dort pas beaucoup, donc c'est un gros challenge. Ça permet de se remettre un peu en question, de tester de nouvelles choses.
Et après, ça donne un peu de visibilité. Moi, grâce à ça, j'ai participé après à d'autres hackathons. J'ai postulé aussi à des choses comme pour le salon Vivatech, qui est le plus gros salon européen, un peu comme je parlais du CES tout à l'heure. On a la même version en Europe qui commence à être aussi grosse que le CES. Bon, le CES est un peu baissé, donc Vivatech a augmenté. Et donc j'ai postulé avec la région Sud pour aller sur le stand de la région Sud à Vivatech. Et notamment grâce à... Alors, cette année, c'était l'IA qui était vraiment le fer de lance de la région Sud, donc ça tombait pile poil en projet. Et le fait d'avoir gagné des prix, ça m'a donné plus de poids, voilà, je sais pas comment le dire, j'ai un mot que je dis souvent, mais là je ne l'ai plus du tout, de crédibilité. Et du coup, on a été sélectionné comme ça. On a été invité au Festival de la Méditerranée aussi l'année dernière à Ajaccio. C'est trop bien. Donc c'est pas mal, on rencontre plein de gens de l'écosystème et c'est comme ça aussi qu'on échange avec d'autres gens de l'écosystème, des startups, on se fait un réseau et qu'on découvre d'autres opportunités aussi. C'est intéressant. Donc en fait, si vous aimez tout ce qui est un peu technologie, et même si vous ne savez pas du tout même côté, c'est pas forcément un prérequis. Si vous aimez bien un peu l'innovation, vous êtes curieux, participez à un hackathon. L'ambiance est sympa, on rencontre des gens, on se fait des amis, et puis on peut tomber dans une équipe qui gagne et après être propulsé. Il y a des startups qui ont commencé comme ça. Je vois par exemple en Icard, ils ont commencé un hackathon, moi j'ai participé, j'en ai fait parce que ça fait quelques années que j'en fais. Donc ça peut faire des grosses startups. Que vous soyez du coup le créateur du projet ou participant. Oui, c'est bien de leur avouer aussi. Porteurs de projets, et puis on se rapproche des projets qui nous inspirent. Et puis on passe 48 ans ensemble, ça fait forcément des liens. C'est ça, Et puis, un peu de casse-tête, enfin beaucoup même. Comment du coup tu as trouvé le slogan, j'ai vu sur un post LinkedIn, reconnaître et protéger alors, les fonds marins ou les espèces sous-marines? Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça, c'est Annelise qui m'aide beaucoup. Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est chouette. Oui, parce qu'en soi, on se dit, bon, ça c'est logique, finalement. Mais j'aime bien souvent poser cette question, comment, je sais pas, est-ce que c'est sous la douche? Est-ce que c'est... peu importe le contexte. Tu vois le What the Fish, je sais pas comment j'ai trouvé, mais ça me faisait beaucoup rire. Puisque, avec cette passion un peu pour l'anglais, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est un rapport avec What the voilà. Et je trouvais ça très drôle, puisqu'on se pose la question quel est le poisson. Donc ça m'est venu assez rapidement quand j'ai enfin au début, ça s'appelait Bio Quiz, puis je trouvais ça un peu nul. Ça c'est trop fort. Ça fait moins envers. Et What the Fish, ça m'a plu. Les gens trouvent ça rigolo, du coup ça m'appelle. Puis même, voilà, ce petit parallèle avec l'insulte en anglais, ça fait ce petit côté rigolo. C'est ça. Trop bien. Dernière question, c'est quoi ta journée type de chef d'entreprise? Est-ce que voilà, t'en as une ou est-ce que c'est vraiment tu pioches à chaque fois dans les missions que t'as ça dépend en fait des phases dans lesquelles je suis. Parce que quand on est freelance et qu'on est en mission, là la mission elle prend le pas sur tout. Globalement c'est du 8h-18h pour les clients. Mais il faut toujours faire un peu de prospection en plus. Donc il y a toujours des phases un peu... alors c'est plutôt soir ou souvent le matin. Le matin c'est intéressant pour contacter les gens directement avant que tous les mails qui arrivent à 10h. On commence à 8h à essayer de contacter les gens, surtout que plus les gens sont importants. En général ces gens-là ils sont levés très tôt. Petit conseil si vous voulez penser. Contacter des gens qui sont CEO ou des choses comme ça, ou des directeurs, des choses comme ça. Appelez-les à 8h, la secrétaire n'est pas encore arrivée, il vous répondra. Excellent. Et après, quand on n'est pas en mission, là, il y a toute une partie veille technologique. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est le matin, je fais tous les trucs techniques. Parce que c'est là où je suis le plus alert focus. Voilà, je me lève, je peux partir directement, je fais les trucs compliqués. Et puis plus ça dans la journée, plus je fais les trucs les plus simples. Voilà, après manger, on a toujours un petit coup de mou. Donc là, souvent, moi, je dépile mes mails après à 14h voilà, pour repartir. Et puis plus la prospection l'après-midi pour préparer le lendemain matin. Ça, c'est ça. Et quand on est freelance, il ne faut surtout pas oublier, quand on est en mission, de faire, de préparer la suite. Parce que, en fait, le freelance, on est souvent bien payé.
Mais par contre, la mission peut s'arrêter quasiment du jour au lendemain. Si jamais le travail ne Donc, si jamais le travail ne correspond pas, si vous êtes dans des gros groupes, sur des projets d'innovation, des fois il y a des réorganisations qui interviennent comme ça. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé, pour un grand groupe, d'arriver un vendredi, il y a eu un réorg, c'est fini, quoi, c'est la dernière journée, du jour au lendemain comme ça. Ouais. Et ça fait partie du jeu en fait. Ouais. Donc, pour éviter de se retrouver un peu à court, il faut avoir un coup d'avance. Après, le réseau est bien et on trouve toujours assez facilement. Mais il faut quand même anticiper. Ouais, il faut anticiper. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va passer à la dernière qui est le format mini-formation.